Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Michael Clich, je suis ingénieur à l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce. Merci à Martin de m'avoir présenté précédemment. Merci aussi d'avoir mentionné tous les commanditaires. On va passer plus vite au vif du sujet. Aujourd'hui, moi, je viens vous parler des plantations d'érable à sucre, d'érable rouge, d'érable argenté, bref, les plantations d'érable. On reçoit un nombre astronomique de questions, surtout le printemps, là, quand les petits plans à l'association sont distribués, sur comment que je fais pour que ça marche, est-ce qu'il faut que je les protège, c'est quoi la densité, combien de plants à l'hectare, ma plantation l'an passé a été mangée par des chevreuils, etc., etc. Donc, aujourd'hui, mon objectif, là, c'est de faire un peu l'ABCD d'une plantation qui fonctionne, c'est par quoi il faut passer, c'est quoi les étapes, puis c'est quoi les moments où on risque de se planter, puis c'est quand les moments que c'est important de surveiller, puis de bien entretenir sa plantation. Vous pouvez le voir sur l'image qu'il y a à droite ici. Là, la plantation qu'il y a là, c'est la plantation qui a été diffusée à la Semaine verte à Saint-Ange. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer il y a quelques années. C'était l'homme qui plantait des érables. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Cette plantation-là est passée par beaucoup de problèmes depuis la diffusion à la Semaine verte pour un paquet de raisons. Puis c'est le fun parce que c'est un beau cas école. Il y a plein d'erreurs qui ont été faites en cours de route. Il y a plein de choses qui ont bien fonctionné. C'est la plantation, on la voit, ce secteur-là, il est beau. Mais je dirais que c'est à peu près 30% de la plantation. Le reste, il y a une bonne partie qui c'est presque toute mort. Puis ça fait 30 ans de ça, c'est mort à la 30e année. Puis pourquoi c'est mort à la 30e année? C'est parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites la première année, à l'année 10, à l'année 20, à l'année 15, qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, les érables ne pouvaient plus survivre sur ce site-là, puis ils sont morts, ils ont commencé à dépérir. Donc, la première étape pour bien réussir une plantation d'érable à sucre, c'est vraiment de bien connaître le site sur lequel on va le planter. C'est quoi l'historique du site? Est-ce que c'est un package? Est-ce que c'est un ancien champ agricole? Est-ce que c'est une coupe totale? C'est-tu un terrain qui était acide? C'est-tu une sapinière à épinette rouge qu'on a coupé à blanc pour on a replanté des érables? Ça se peut que ça ne marche pas si on fait ça. C'est un site qui est mouilleux? C'est un site qui se draine bien? Bref, c'est toutes des questions qu'on va commencer à vouloir répondre avant même de penser à choisir l'espèce qu'on va mettre sur le site. C'est vraiment, c'est quoi mon sol, c'est quoi mon drainage. Ensuite, on va regarder la liste des espèces qui poussent dans notre région. Évidemment, on va parler des érables, mais on va aussi parler beaucoup d'essences compagnes. On n'est plus, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, puis j'essaie de l'expliquer du mieux que je peux dans le guide. Le guide acéricole, je vais m'enlever le plus de mérite possible. C'est plus un... On a rassemblé de l'information. C'est de l'information qui était à gauche, à droite, qui était dans le Maine, qui était au Vermont, qui était en Ontario. L'objectif du guide, c'était juste d'aller chercher toutes les informations qui sont disponibles, tous les essais de plantation qui ont été faits en Amérique du Nord, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, là où on retrouve des érables. C'est qu'est-ce qui a marché, puis qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis quand ça n'a pas marché, on voulait savoir pourquoi. Donc, si vous voulez plus de détails, le guide, j'en parle de long en large. Mais bref, c'est ça. L'idée, ça va être de choisir des espèces compagnes qui sont bien adaptées à notre érablière pour justement accompagner nos érables tout au long de leur vie parce qu'on sait que les plantations d'érables purs, ça a moins tendance à fonctionner pour un paquet de raisons. Je vais en parler plus tard. Ensuite, finalement, une plantation d'érable, c'est pas comme une plantation d'épinettes. Ça nécessite beaucoup plus d'entretien et un suivi beaucoup plus serré. Il faut être beaucoup plus attentif quand on plante des érables que quand on plante des épinettes. Puis, je parle pas juste d'aller vérifier s'ils sont belles, oui, puis on s'en va. On va parler de taille de formation, des érables qui font des fourches jeunes, les corriger. On va parler de suivi pour les protecteurs de plants pour pas qu'ils se fassent brouter ni par les rongeurs, les campagnols, les souris, ni par les lièvres, ni par les chevreuils. Donc, ça prend un suivi serré là-dessus, les protecteurs qui tombent, il faut les redresser, etc. Puis finalement, tout ce qui est le temps de préparation de terrain, pour ameublir le sol, le sous-solé, etc., etc. On va parler de tout le temps que ça prend pour bien le réussir. Puis le but aujourd'hui, c'est pas de vous décourager, c'est juste que si vous vous embarquez dans une plantation d'érable, que vous ayez du fun, du plaisir, puis de deux, que vous réussissiez. Pas qu'au bout de 30 ans, vous ayez investi 30 000 puis finalement, Caroline, la plantation est en train de... Mes érables, ils sèchent, puis je sais pas quoi faire. Fait que c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Fait que les caractéristiques du site, je vais m'attarder en premier au drainage. Le drainage, je dirais que c'est très, très, très important parce que la plupart des gens, quand on décide de planter des érables, on ne veut pas planter des érables rouges, des érables argentés.
on a une culture, on va dire ça, on va dire que c'est culturel, mais en Chaudière-Appalaches, les gens aiment beaucoup l'érable à sucre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est pas tout le temps la meilleure espèce à planter, parce que l'érable à sucre, c'est une espèce qui est très exigeante au niveau du drainage puis du sol. Au niveau du drainage, là, l'érable à sucre, il faut absolument que ce soit un terrain bien drainé. C'est-à-dire, souvent on retrouve le terrain idéal pour un érable à sucre sur une montagne, ça va être le milieu de la pente. Le bas de la pente va être trop trempe, puis le dessus de la montagne va être trop sec. C'est vraiment un terrain qui a une belle pente, qui va bien se drainer. Donc, si je parle de l'érable à sucre, l'érable à sucre va se tenir là, le deuxième ici, c'est-à-dire le drainage bon. Parfois modéré quand il est accompagné de bouleaux jaunes puis d'érable rouge, qui eux sont plus tolérants à l'humidité puis qui aident à pomper l'eau du sol pour faire baisser la nappe phréatique. Ensuite, la pierrosité du site. L'érable à sucre va aimer des terrains qui ont une texture moyenne, c'est-à-dire on ne veut pas être dans un argile, on va être plus dans un terrain qui va être des fois un peu sableux et graveleux, à mi-pente, comme je disais. La pente, bon, plus la pente est forte, peu importe la texture du sol, plus la pente est forte, plus le terrain va se drainer rapidement. C'est logique. Mais l'érable à sucre, on veut vraiment le mettre en milieu de pente, là où il est le plus adapté. Sinon, à ce moment-là, je vais vous conseiller de replanter d'autres espèces. Oui. La texture, comme je disais tantôt, on appelle ça des loams, c'est-à-dire un mélange entre du sable et de l'argile. C'est ça l'idéal pour l'érable à sucre. L'argile permet de retenir l'eau quand il fait sec. On sait que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de sécheresse l'été. Cette année, j'écoutais Radio-Canada au mois d'août, puis il disait que le mois d'août cette année, il y avait eu, je pense, 8 fois moins d'eau que le mois d'août de l'an passé. Puis curieusement, cette année, les plantations d'érable à sucre qui sont sur des sites très, très secs, là, il en arrache beaucoup plus. On voit il y a beaucoup plus de dépérissement. Pourquoi? Souvent parce qu'ils ont des textures grossières, c'est-à-dire que le matériel, le sol, est pas aide à retenir l'eau. Puis avec la pente, tout ce tour-là s'en va, puis quand il ne mouille pas pendant plusieurs semaines, l'arbre arrête de faire de la photosynthèse au début pour se protéger. Mais à un moment donné, il finit par sécher parce qu'il n'y a tout simplement plus d'eau. Évidemment, plus il y a de la pente ou plus on a une texture grossière, moins la nappe phréatique est haute. On voit ça souvent en forêt, les gens qui veulent faire de l'enrichissement en essence compagne ou en érable dans leurs érablières parce qu'il y a eu des trouées, parce qu'il y a eu des gros vents l'automne passé, puis il y a des fois, il y a des 3-4 érables qui ont tombé, puis il y a un gros trou, puis on va planter des érables où il n'y en a plus. Mais des fois, ces secteurs-là, quand il n'y a plus d'arbres, ils deviennent plus trempes. Pourquoi ils viennent plus trempes? C'est super simple, c'est parce que les arbres qu'il y a sur le site, ils pompent beaucoup d'eau dans le sol. Fait que moins il y a d'arbres sur un site, plus la nappe phréatique monte, parce que moins cette eau-là se ramasse dans les arbres, finalement. Parce que les arbres, pour faire la photosynthèse, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Souvent, on dit à crime, j'ai une érablière rouge à sapin, il m'a coupé tout le sapin, puis ça va aller mieux, puis il va y avoir de l'érable à sucre qui va pousser. Puis le problème souvent qu'on rencontre, c'est que finalement, tes érables rouges, après la coupe, ils ont envie de sécher parce que là, l'eau, elle a monté à la surface du sol, puis les racines sont asphyxiées. Donc, c'est un petit peu un des pièges à éviter quand on éclaircit fort dans une érablière, dans des secteurs qui sont dans des dépressions, des places qui ont beaucoup d'eau, ça fait remonter la nappe phréatique. Et puis la profondeur, évidemment, plus le sol est mince, plus le roc est près de la surface du sol, eh bien, plus l'eau va se drainer rapidement. Parce qu'il n'y a pas de particules fines pour retenir l'eau et les éléments nutritifs. En passant, si vous avez des questions au fur et à mesure, je sais me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. On va rendre ça plus vivant. Pour revenir. Ouais. Une question que je me fais souvent poser quand les gens veulent planter des érables, c'est mon érablière est vraiment, c'est un coin qui est vraiment, vraiment mouilleux. Est-ce que je devrais le drainer? Il y a plusieurs années, j'aurais dit oui, on va le rendre productif, puis tout ça, puis on va regarder si on peut le faire, premièrement parce qu'il y a la réglementation municipale qui régit tous les milieux humides qui est importante à suivre. Bref, on n'a pas le choix, d'un. Fait que là, déjà là, ça complexifie un petit peu l'affaire, mais
Ce qui est un petit peu tannant au niveau du drainage, là, c'est que souvent, l'effet du drainage s'estompe dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 20-30 ans, l'effet de ton canal de drainage, il a de beaucoup diminué. Il y a ça. La deuxième affaire, c'est que on s'en va vers des étés qui sont de plus en plus chauds et secs depuis, on va dire, 10 ans. On l'a tous remarqué, puis cette année, c'est particulièrement frappant. Les sites qui sont un petit peu plus, qui sont un peu plus humides, ils s'en tirent mieux que les sites qui sont très, très secs dans ces années-là. Donc, je trouve ça un petit peu prématuré de dire on draine tout, puis on rend ça le plus productif possible parce que c'est pas vrai que les milieux qui sont plus humides sont moins productifs. Souvent, ils vont abriter une biodiversité différente, puis ils vont abriter des essences compagnes aussi qui améliorent notre sol dans le reste de notre érablière. Fait que je suis pas un grand fervent du drainage. J'essaie de l'éviter autant que possible. C'est les rares cas où moi je vais recommander du drainage présentement. C'est dans les cas où le voisin, on va dire d'en haut, il fait un gros fossé de chemin, puis il canalise toute l'eau, puis l'eau aspire dans votre érablière. Ben là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de la rediriger ailleurs, dans une cédrière ou une place qui est capable d'accueillir cette eau-là sans porter atteinte à la santé des érables. Parce que si il y a un gros volume d'eau qui se déverse dans votre érablière, soudainement, vous allez remarquer du dépérissement assez vite. L'érable à sucre, elle aime ça les terrains secs. Donc c'est ça. Fait que moi, le drainage, c'est pas quelque chose que je préconise. Puis si jamais on veut vraiment en faire, ben à ce moment-là, ça prend souvent des permis, puis ça prend une bonne connaissance du milieu, puis d'où est-ce qu'on va l'envoyer, cette eau-là, parce que cette eau-là, elle va se frayer un chemin, puis bref, il y a des risques d'érosion, il y a plusieurs choses qu'on ne veut pas nécessairement, puis dans 95% du temps, on pourrait mettre de l'énergie ailleurs, dans une section qui est plus productive de notre érablière, puis qui répondrait mieux. Ensuite, quand je parlais de la texture du sol, je parle vraiment de la taille des particules. Là. Le sable étant le plus gros, là, les grains de sable pouvaient atteindre 2 mm, puis l'argile aussi peu que 0,002 mm. Plus les particules sont fines, plus ils sont rapprochés les unes des autres, plus ils tiennent l'eau et les minéraux ensemble. C'est pour ça qu'un argile, souvent, ça reste plus trempe. C'est parce que les particules sont tellement fines qu'ils sont capables de retenir l'eau dans le sol plus facilement qu'un sable. Nous, quand on parle de plantation d'érable, on s'intéresse vraiment aux 3 premiers pieds du sol. Même si les érables les plus gros, normalement, 99% des racines au courant de leur vie vont être dans les 3 premiers pieds du sol. Puis pire encore que ça, 90% vont être dans le premier pied du sol. Fait que c'est vraiment là qu'il faut avoir un sol qui est idéal, c'est-à-dire au niveau de la fertilité, texture et drainage. Le reste, ça va être important dans les moments où il va manquer d'eau. Comme cette année, les sols qui étaient, on va dire, les érables qui étaient sur du roc, qui avaient juste un pied de beau sol, puis après ça, ils tombaient sur le roc direct. Ben, un été sec comme cette année, là, il ne peut pas aller lécher de l'eau creux dans le sol. Fait que c'est beaucoup plus dur de survivre à ce moment-là. C'est ce qui est arrivé à la plantation à Saint-Ange. Je vais en reparler un petit peu encore tantôt, là, mais la plantation à Saint-Ange, qui avait passé aux nouvelles comme étant une des plus belles plantations d'érable au Québec, il y a une grosse partie de cette plantation-là qui a été faite dans un ancien champ agricole. Ce qui arrive dans un ancien champ agricole, c'est qu'à force du passage répété par la machinerie, on s'amasse avec un sol qui est très, 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 très compact. Puis quand on allait creuser autour des érables, les érables, leurs racines étaient rentrées sur le creux dans le sol. Fait qu'un été comme cet été, super sec, c'est très, très difficile pour eux d'aller chercher de l'eau. Puis il y en a, écoute, une plantation, je pense qu'il y en a quelques milliers, mais il y en a 180 qui sont morts cette année de sécheresse. Ensuite, une fois qu'on connaît bien notre sol, notre drainage, on va regarder c'est quoi les espèces qu'on pourrait planter sur le site. Premièrement, c'est quoi? Est-ce qu'on veut-tu planter une plantation mixte ou on veut quand même planter une plantation pure en érable? Évidemment, nous, on recommande une plantation mixte pour un paquet de raisons que je vais vous énumérer tantôt. On va aussi regarder c'est quoi les essences qui vont bien ensemble, c'est quoi les espèces qui sont adaptées à long terme. Je donne un exemple.
Il y a quelques années, on tablait beaucoup sur le frêne, entre autres, comme essence compagne, pour accompagner les érables à sucre, parce que le frêne, il y a des feuilles qui sont intéressantes au niveau minéral. C'est-à-dire qu'ils enrichissent le sol plus que les érables. Donc, on se disait, ben, au lieu de chôler au 20 ans, ben, on va mettre des essences compagnes pour améliorer notre sol à long terme. Par contre, le frêne, on n'en a pas beaucoup encore ici, mais il est attaqué par la grille du frêne. Donc, les frênes ne sont pas voués à disparaître, mais sont voués à diminuer beaucoup en forêt naturelle. Puis en planter, c'est une type de choix pour cet insecte-là. Donc, à ce moment-là, on ne recommande pas de planter du frêne. On va plus miser sur du bouleau jaune, des chênes, cerisiers, etc. On peut changer. Pardon. Donc, chez nos érables, les essences qui ont un bon potentiel de couler, il y en a 4 au Québec. Les 2 meilleurs, c'est l'érable à sucre et l'érable noir. L'érable noir n'est pas ici. C'est une érable qui pousse dans le sud de la région de Montréal. Donc, c'est une érable qui est très intéressante, mais qui est beaucoup trop exigeante au niveau de la température, du climat et du sol pour pouvoir pousser en Chaudière-Appalaches. Donc, nous autres, ici, la plus intéressante au niveau de la production acéricole, c'est vraiment l'érable à sucre. Elle produit plus de sirop que les autres. Elle offre un goût prononcé d'érable qui est super intéressant. Puis des 3 autres, c'est la plus résistante aux maladies. Puis probablement la plus longévive, c'est-à-dire c'est elle qui va vivre le plus longtemps en milieu naturel. Un érable à sucre, on parle d'une longévité aux alentours de 300 ans, alors qu'un érable rouge, on parle plus de 100 ans. Fait que la différence est énorme. Par contre, l'érable rouge pousse plus vite et donc atteint plus vite des diamètres intéressants. Fait que, ce qui fait en sorte qu'une érablière rouge peut avoir un très, très beau potentiel de couler pareil. C'est sûr qu'au niveau du rendement, on a un petit peu moins, une saveur un petit peu plus douce d'érable, mais en contrepartie, ben, on a une érablière pareille. Si le site ne se prête pas à l'érable à sucre, on a un site qui est plus trempe, un site qui est plus plat, une texture qui est plus argileuse un peu, ben, on est mieux de planter de l'érable rouge que de planter de l'érable à sucre, parce que l'érable à sucre, elle ne sera pas à sa place. Puis, au début, un semis d'érable, quand il y a besoin d'un tout petit milieu, ça se peut que le petit buton sur lequel vous l'avez planté, le petit monticule, il soit suffisant pour lui permettre de croître pendant, on va dire, 10 ans. Mais au bout de 10 ans, quand il va avoir un système de racinaire plus élargi, puis là, finalement, il va se rendre compte qu'il est dans un petit monticule dans un trou d'eau. Ben, à ce moment-là, c'est là que le dépérissement peut survenir. Puis là, ben, vous avez déjà 10 ans de beaux petits soins de consentir cet érable-là. Donc, ça serait dommage à ce moment-là de le perdre. C'est une intervention? Oui. Bon, est-ce que vous m'entendez? Je suis curieux de savoir, Michael, dans toute la revue de littérature que tu as faite, tu as mentionné l'érable noir tantôt qui est exigeant, mais est-ce qu'on peut penser, avec le réchauffement climatique, que ça pourrait devenir une essence intéressante pour des régions plus au nord éventuellement, ou on oublie ça complètement? On en parle un petit peu dans le guide, justement. Ça, c'est une bonne question. C'est parce que présentement, une des problématiques qu'on a en foresterie, en tout cas au niveau des feuillus, c'est que normalement, un érable ou un bouleau jaune peut se déplacer d'environ 100 mètres par année. C'est-à-dire que ses graines peuvent se tasser de 100 mètres par année environ. Fait qu'une érablière pourrait migrer à peu près de 100 mètres par année, gros max. Puis même, je dirais moins que ça, parce que là, il faut qu'elle pousse puis qu'elle fasse des graines, etc. Fait que la capacité de migration de nos espèces feuillues là, est très, très, très limitée. Puis présentement, les changements climatiques, le climat évolue plus vite que la vitesse de migration des arbres. Fait qu'on se retrouve avec des arbres qui ne sont pas dans leur milieu, qui sont plus dans leur milieu qu'ils l'étaient avant, mais qui sont plus compétitifs, parce que je vais faire une petite parenthèse, je vais essayer de ne pas être trop long. Ce qui régit la capacité d'un arbre à pousser dans le sud de son aire de répartition, c'est sa croissance. C'est vraiment sa compétitivité à coloniser un site, à arriver sur un site, pousser puis dominer les autres. Tandis qu'au nord, c'est son acclimatation au froid.
Fait que présentement, ce qui est observé dans le sud dans le sud de l'aire de répartition des érables, là, aux États-Unis, c'est que présentement, il y a des espèces qui arrivent en compétition avec les érables et qui sont meilleures. Fait que les érables, on va dire, ils migrent vers le nord, dans le sens que plus on est vers le sud de l'aire de répartition, moins l'érable elle devient compétitive où ce qu'elle est présentement. Puis inversement, on se retrouve au nord avec des sites qui commencent à être intéressants pour l'érable à sucre à cause que le climat se réchauffe. Puis on a des sites qui sont assez riches pour supporter de l'érable, mais l'érable n'est juste pas arrivé. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages en Ontario, entre autres, là, qui veulent, même au Québec, c'est commencé, là, qui parlent de migration assistée, c'est-à-dire qu'ils pourraient un jour avoir des aides financières pour planter des espèces qui ne sont pas encore arrivées dans une région pour les aider à migrer vers le nord. C'est le cas de l'érable à sucre. Là. Présentement, je sais que dans le Témiscamingue, ils ont commencé à regarder avec plus d'intérêt la sériculture comme domaine économique intéressant pour le futur. En plantant, justement, eux autres, ils ont planté au début, je pense que c'est des érables argentés dans les années entre 2010-2015. Puis ça a super bien fonctionné. Là. Fait que eux autres, ils aident les érables à coloniser plus vite le Témiscamingue, l'Abitibi. Puis ça fonctionne bien parce que le climat est rendu assez chaud pour leur permettre. Si on recule de 30-40 ans, ces érables-là, on aurait pu eu un hiver très froid, puis ils seraient probablement tous morts. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est correct. Parlant d'érable argenté, l'érable argenté, c'est l'espèce d'érable qui tolère le mieux l'humidité. L'érable argenté en Beauce, là, vous allez le retrouver là, sur le bord de la rivière Chaudière. Les érables sur le bord de la rivière qui sont inondés là, dans les fonds au printemps ou à l'automne, c'est des érables argentés à la forte majorité du temps, parce que c'est une espèce qui est capable de survivre même avec des inondations. Ce qui fait en sorte que quand on a des secteurs plus mouilleux dans une érablière, l'érable argenté, c'est une espèce qui est tout indiquée pour pousser là. Puis c'est une espèce qui pousse rapidement. Si le site est riche, évidemment. Ce qui est le cas, entre autres, des fonds, des clos qui sont des champs qui sont aux abords de la rivière. En contrepartie, par contre, l'érable argenté, là, je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà goûté à du sirop d'érable argenté. Personne. J'ai travaillé il y a quelques années en stage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il y avait des érablières argentées exploitées. Puis notre sirop est meilleur. Il est meilleur. Non, mais le sirop, il a un petit goût. Il goûte moins l'érable, la bonne saveur d'érable qu'on recherche quand on goûte du sirop d'érable, là, qu'on peut dire que notre sirop est meilleur que notre voisin. On dit, le mien est vraiment meilleur, c'est parce qu'il goûte plus l'érable. Si tu pars avec des érables argentés, tu pars avec une prise au bâton. Il faut vraiment que tu sois champion sur ta transformation parce que le goût est un petit peu moins intéressant que l'érable à sucre, l'érable rouge et l'érable noir. Au niveau des essences compagnes, le choix des essences compagnes, il va être fortement influencé par ce qu'on veut faire avec ces essences compagnes-là. Est-ce qu'on veut que ces espèces-là, ils restent là toute la vie de la plantation? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que plus tard, on ait une érablière, on va dire, avec des gros bouleaux jaunes? Si on va avoir des gros bouleaux jaunes, là, il faut en planter, mais on va peut-être bien choisir comment on les plante. C'est-à-dire qu'on sait que dans la vie de notre érablière, il va falloir l'éclaircir. Fait que, j'ai un exemple, dans une plantation d'épinettes, c'est une rangée sur 7 qu'on va couper pour faire une éclaircie normalement. Dans une érablière, on peut penser la même chose. À la Valtrie, dans le coin de la Joliette, Sylva Croissance qui fait beaucoup de plantations feuillues, eux autres, une rangée sur 7, c'est des peupliers hybrides qui plantent. Le peuplier hybride n'est pas dans les essences qu'il y a là, mais l'objectif du peuplier hybride dans ces plantations-là, c'est pas d'enrichir le sol à long terme. L'objectif de mettre du peuplier hybride, c'est parce que ça pousse vite. Ça va faire de l'ombre à nos plants, puis ça va les forcer à pousser en hauteur. Fait qu'on va diminuer les risques que les érables fassent des fourches à 2-3 pieds de terre, qui, si on ne les taille pas, vont finir par être des branches mortes, qui vont faire des cicatrices des fois sur le tronc, qui vont permettre à des champignons de carie ou des chancres de s'établir dans la plantation, puis après ça, d'infecter plein d'autres arbres. Donc, l'objectif, c'est que nos plants poussent droit le plus longtemps possible. Puis dans cette optique-là, planter du peuplier hybride, ça peut être intéressant. Même en planter, on va dire, mettre 2 érables à peuplier hybride. Si tu dis à la première éclaircie, j'enlève le peuplier hybride, puis ton première éclaircie, tu as 25 ans, Domtar, il coupe des plantations de peuplier hybride dans la région ici. Puis les plantations ont ça 25 ans, puis il y a des beaux peupliers. Là. Fait que tu as la possibilité, je ne dis pas que tu as le prix présentement, là, mais tu as la possibilité d'avoir du bois. Ce qui n'est pas le cas si tu plantes, on va dire,
du bouleau jaune où tu vas te ramasser avec des petits bouleaux jaunes qui finalement, tu vas pouvoir les chauffer le poêle avec, mais ça va être pas mal ça. Donc, oui. Est-ce que le peuplier hybride, c'est une espèce qui va se faire manger par les chevreuils? Beaucoup moins. Le chevreuil, présentement, en Chaudière-Appalaches, on sait qu'il tripe sur les érables à sucre, plus encore que l'érable rouge. Il aime aussi le bouleau jaune, beaucoup, mais il s'attaque beaucoup moins aux autres espèces. On va parler tantôt, je vais avoir un 5-10 minutes juste à parler du chevreuil, là, à quel point il est problématique, parce que, à mon avis, avec ce que j'entends de la clientèle et les plantations que je visite, là, le chevreuil, c'est passablement, après les trous d'eau, l'ennemi numéro un des plantations d'érable à sucre. Mais non, le peuplier hybride, d'un, il n'est pas très attrayant, comme les peupliers en général, c'est pas très attrayant pour le cerf de Virginie. Puis de deux, contrairement aux autres, souvent les gens qu'on achète des plants d'érable à sucre, des plants de bouleau jaune, c'est souvent des semis. Quand tu achètes du peuplier hybride, c'est des boutures qui sont déjà ça d'autres. On peut penser qu'à partir de 6 pieds, là, l'arbre n'est plus en danger. Sa vie n'est plus menacée par le cerf de Virginie parce que, justement, le cerf, souvent, il va brouter plus bas, on va dire à 5 pieds en bas. Fait qu'à 6 pieds, tu sais que tu as une flèche terminale qui pousse en hauteur. Puis tu dis, s'il se fait gruger un peu autour, au moins, il pousse en hauteur pareil. Puis il est un petit peu hors de danger. Parce que le danger qui peut arriver aussi, c'est que si tu as des beaux semis, puis qu'à chaque année, le cerf, il mange la flèche terminale, là, tu te ramasses avec un arbre qui fait juste des fourches. Puis comme tu ne voulais pas faire une haie d'érable, ça devient problématique. Fait que tout ça pour dire que le bouleau blanc puis le peuplier hybride, c'est des essences intéressantes pour éduquer les érables en poussant en hauteur parce que ça pousse rapidement, puis on peut espérer les récolter assez rapidement. Le cerisier tardif aussi pousse assez vite. Le seul problème avec le cerisier tardif, en fait, le premier attrait, c'est qu'il pousse rapidement, ça fait un super beau bois, ça a un bon port, ça n'a pas tendance à faire nécessairement des pommiers, si on veut. Fait que c'est super intéressant. Par contre, la problématique, c'est que pour ceux qui ont des cerisiers tardifs chez eux, vous avez probablement remarqué qu'il est souvent attaqué par des boules noires, comme des grosses boules de charbon. Tu vois des grosses bas sur le tronc ou sur les branches. Eh bien, si vous avez des cerisiers tardifs qui sont attaqués par ça dans un rayon de 100-200 mètres autour, là, on va dire 300-400 pieds, il y a des fortes chances que vos petits plants ils finissent par être attaqués éventuellement, puis qu'ils meurent prématurément. À ce moment-là, le cerisier, c'est pas un bon choix, mais s'il n'y a pas de cerisier autour, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas cette maladie-là non plus dans les cerisiers de Virginie, qu'on appelle communément le bouleau noir à certaines municipalités, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a les chênes à gros fruits, chêne blanc, chêne rouge. On commence à en voir des plants qui poussent bien en Chaudière-Appalaches. Ça, c'est super intéressant. Chêne rouge, par contre, c'est sur des sites très, très secs, alors que chêne à gros fruits, il va mieux tolérer les sites un petit peu plus humides. Donc, le chêne, c'est une espèce qu'on va de plus en plus parler parce que son aire de répartition, la superficie sur laquelle il est à l'aise de pousser, elle migre vers le nord tranquillement, pas vite. Fait que là, dans la région de Chaudière-Appalaches, on va pouvoir penser à en planter de plus en plus. Puis c'est pas parce qu'il n'y en a jamais eu, on en parle encore une fois dans le guide, mais quand les colons sont arrivés, les Français au Québec, là, puis ils ont commencé à venir dans la Chaudière-Appalaches, ils bûchaient surtout sur le long des rivières, la rivière Etchemin, la rivière Chaudière. Puis dans les plus vieux actes de vente de bois qu'on a retrouvés là, pour faire le guide, il y avait beaucoup de chênes rouges sur le bord de la rivière Etchemin, entre autres. Puis ils vendaient ça à l'Europe à un petit prix pour faire des barils de vin. Parce que les Européens disaient que ça, c'est pas du bon chêne, c'est pas le nôtre. Mais il était aussi bon, finalement, bref. Petite parenthèse historique. Et puis finalement, il y a le tilleul. Le tilleul d'Amérique, qui est la meilleure essence compagne présentement en Chaudière-Appalaches au niveau du sol. Ce qu'on appelle communément aussi le bois blanc, qui font des grosses formes, un petit peu en forme de cœur. Le tilleul, c'est l'espèce qui va retourner le plus de calcium dans le sol
à chaque année quand il va perdre ses feuilles. Puis ce calcium-là, ben, au lieu d'arriver de la chaux, ben, si vous avez beaucoup de tilleuls, ben, vous pouvez penser que le besoin en chaux, il va au moins les épandages vont être plus espacés dans le temps, ou peut-être qu'il n'y en a juste pas de besoin. Souvent, les érablières à tilleuls, qui ont beaucoup de tilleuls bouleaux jaunes, qui sont les meilleures essences probablement au niveau du sol là, pour les érablières. Les érablières qui en ont beaucoup, on va dire un 15% et plus. Souvent, le sol n'a même pas besoin d'être chaulé quand on fait des analyses de sol. Bon, ensuite, une fois qu'on sait c'est qu'est-ce qu'on veut planter. On sait, on dit, on a une érablière qui est plus humide, on va dire, on va planter un arbre d'érable rouge puis de bouleau jaune, on va dire. Ben là, à ce moment-là, la question qu'on doit se poser, c'est à quelle distance on les plante? On plante ça aux 12 pieds, aux 20 pieds, etc., etc. On sait qu'à terme, dans une érablière à vocation acéricole, on veut avoir environ 100 entailles à l'arbre, 250 à l'hectare. Fait qu'on peut penser que quand les érables vont avoir 8 pouces, 8, 9, 10 pouces, parce que les normes d'entaillage ont tendance à monter présentement, ben, on va avoir environ 250 érables à l'hectare. Puis là-dessus, il faut avoir un 10% d'essence compagne minimum. Fait que sur les 250, il faut avoir au moins 25 essences compagnes. Fait qu'on peut parler d'un 250 à 300 arbres de diamètre entaillable à on va dire 35-40 ans. Donc, pour arriver là, il faudrait en planter minimum 300. Là. Ça, c'est le gros minimum. Parce que si tu plantes 300 érables et tu en perds 100, ça va mal. Mais on peut penser quand même facilement à planter, on va dire, un 4 à 600 arbres à l'hectare. Je vais vous donner tantôt des exemples d'espacement. C'est quoi 600? C'est une arbre au combien de mètres ou au combien de pieds? Mais on peut penser à faire une plantation à faible densité, c'est-à-dire on va dire de 400 à 600 arbres à l'hectare. Par contre, ce qui va nous limiter, c'est notre capacité de l'entretenir, parce que plus il y a de pertes, plus on estime qu'il va y avoir de pertes dans une plantation, plus il faut en planter beaucoup, parce qu'on va les supporter, alors que si on plante trop faible, puis qu'on perd beaucoup d'arbres, ben là, à ce moment-là, une plantation va échouer, où il va falloir la regarder, il va falloir replanter au travers. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient là, des plantations à faible densité, parce qu'ils demandent plus d'entretien. Par contre, en contrepartie, oui, ils demandent plus de temps, mais ils demandent beaucoup moins de matériel. Si on pense qu'un protecteur érable, avec un piquet, va coûter entre, on va dire, 2 et 5 $ selon où vous l'achetez, puis qu'est-ce que vous achetez. Ben 2 et 5 $ de l'arbre, de protecteur, ça commence à faire cher. Fait que ça peut faire une différence en dire, ben j'en plante 600 ou 1200. À 600, c'est beaucoup moins cher. Ça prend plus de suivi, mais on a beaucoup moins de matériel à payer. Donc, ça devient intéressant au niveau économique d'en planter un petit peu moins à ce moment-là. Par contre, quand on plante peu de semis ou de petits plants à l'hectare, souvent, ces arbres-là vont être plus exposés au soleil, puis les branches basses vont survivre beaucoup plus longtemps. Ça veut dire qu'il va falloir les tailler de temps en temps. C'est pas un travail qui est très, très, très exigeant. Ça se fait relativement bien. Mais si vous ne le faites pas, vous allez avoir des arbres qui ont des fourches basses, puis souvent avoir des maladies qui vont finir par s'installer. Parce que ça va faire, quand les branches vont être assez grosses puis vont casser, ça va faire des cicatrices que l'arbre va avoir de la difficulté à cicatriser. Ce qui fait en sorte qu'un spore de champignon va pouvoir s'installer là puis proliférer dans le cœur de l'arbre pour faire de la carie. Donc, c'est ça. Si on ne plante pas à faible densité, ça prend plus d'entretien. Puis inversement, ben, si on plante à plus forte densité, eh bien, les pertes sont plus supportables. Ça coûte plus cher, mais les pertes sont plus supportables. Puis le fait que les arbres soient plus rapprochés, ça permet de se compétitionner entre eux autres et donc d'avoir moins de branches basses qui survivent. Et donc, ça nécessite moins de taille de formation puis d'élagage qu'une plantation à faible densité. Est-ce que le rythme à date, ça va? Je vais-tu trop vite? Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça, c'est des exemples de densité
vous remarquerez que y a pas, je ne mets pas les mêmes distances tout le temps dans les deux sens. C'est-à-dire que la plantation de 1200 plants à l'hectare, je mets 3 mètres de large par 2,7. La raison pourquoi je mets une rangée plus large sur un sens que sur l'autre, c'est parce que je pense à l'éclaircie. En bas de 3 mètres de large, si on veut éclaircir avec de la machinerie un jour, ça commence à être serré. C'est pour ça que je force à avoir au moins un rang qui était supposé de 3 mètres, 12 pieds, pour pouvoir passer avec un tracteur, une chargeuse, ou ça se peut qu'un jour, ce soit une petite multifonctionnelle ou une grosse multifonctionnelle dans 50 ans qui y aille pour faire une coupe. Ben à ce moment-là, je ne veux pas accrocher les arbres sur le côté, fait que je vais avoir au moins une rangée de 3 mètres. D'où l'intérêt d'avoir des rangées qui ne sont pas égales sur les deux sens. Donc, pour arriver à 600, un petit peu plus que 600 plants à l'hectare, c'est juste 4 mètres par 4 mètres. C'est 1 mètre de plus entre chaque plant, mais la différence de densité est énorme. Bon, comment on agence ces arbres-là ensemble? Il y a plusieurs manières de travailler. On peut alterner, au départ, dire je mets un érable, un essence compagne, un érable, un essence compagne, un érable, un essence compagne, puis j'alterne tout ça. Puis en me disant que même si je commence par planter 50% d'essence compagne puis 50% d'érable, ben, à première éclaircie, je vais en enlever peut-être 20%. Fait que là, je vais tomber à. Ma proportion va tout le temps changer de plus en plus au profit des érables. Ou je fais une rangée sur 2, ce qui est un petit peu plus simple pour le reboiteur parce qu'il faut vous penser à vous, à l'heureux élu qui va faire la plantation. S'il y a 2 poches à traîner puis il y a 2-3 essences d'arbres à traîner à chaque fois, ça se peut que le travail soit plus ardu sur le terrain. Moi, ce que je recommande souvent, c'est au minimum une rangée sur 7 de mettre une essence compagne à croissance rapide. Tantôt, on parlait de bouleau blanc, mais on peut parler aussi de peuplier hybride, pour justement qu'à la première éclaircie, quand on passe dans ces rangées-là, ben, on puisse tout couper à blanc et qu'il y ait quelque chose à couper. Pas à débroussailler. Mais le choix de l'agencement vous appartient, mais c'est essayer de trouver un compromis entre ce qui est fonctionnel et ce qui est intéressant pour l'avenir. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez avoir un 15% d'essence compagne qui reste là pour toujours. Fait que ces essences-là, ben, c'est déplacées à une place que vous ne serez pas tenté de découper. Ensuite, je vais reprendre un petit peu ce que Michel avait dit tantôt. Ça peut être intéressant de planter aux abords de la plantation, dans les secteurs qui sont plus accessibles, planter des petits îlots de plus forte densité. Pourquoi? Ben, c'est sûr qu'il y a des raisons biologiques là-dedans. C'est plus intéressant pour les oiseaux, c'est plus intéressant pour la nature, entre guillemets, d'avoir une densité qui est variable dans la plantation. Mais pour nous, autres, pour la production de sirop d'érable, on sait que les érables ne mettent pas de crème solaire, puis qu'ils peuvent pogner des coups de soleil. Puis ça, les coups de soleil, ça arrive la plupart du temps sur la face sud des érables, dans les champs. Les érables qui sont très, très exposés au soleil, pas juste l'été, c'est souvent l'hiver qui ont des coups de soleil à cause du reflet de la lumière vers les troncs par la neige. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant de planter à une densité plus élevée sur le pourtour de la plantation. J'ai même un client à Saint-Élézéard que lui a planté ça en épinette pour empêcher le soleil et le vent de rentrer dans son érablière. Parce que vous l'avez tous déjà remarqué, là, les érablières qui sont proches des milieux ouverts sur le bord des champs, ils dégèlent tout le temps plus tard que les autres. Puis ça, c'est particulier parce que ça m'a. Je me suis cassé la tête longtemps avant de trouver un scientifique qui avait étudié ça. Là. Pourquoi ces érables-là, ils dégèlent plus tard? Parce que nous autres, c'est facile de s'expliquer qu'on a plus froid quand il fait du vent. On est des animaux à sang chaud, on dégage la chaleur, puis quand ils ventent, ben, la chaleur qui est tout le tour de notre peau, elle s'en va. Fait qu'il faut réchauffer notre environnement immédiat, si on veut. C'est ce qui fait qu'on a froid quand ils ventent. Mais un arbre, il ne dégage pas de chaleur. Par contre, l'arbre, s'il y a du soleil qui tape dessus toute la journée, ben, son écorce va réchauffer et peut ressentir plus chaud que ce qu'il fait réellement. C'est-à-dire qu'il peut faire -2, puis l'arbre peut ressentir +2 s'il fait très, 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 très soleil et il n'y a pas de vent.
Par contre, le vent, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dissiper cette chaleur-là. Là où je veux en venir, c'est que l'arbre va tout le temps ressentir la température qu'il fait dehors au minimum. T'sais, nous, il peut faire 0 puis on va ressentir -2 à cause du vent. L'arbre, il fait 2, même s'il vente, il mouille, il va ressentir 2 pareil. Il va tout le temps, parce que lui, il ne dégage pas de chaleur, fait que c'est vraiment la température de l'atmosphère qu'il va ressentir. Fait que c'est ça qui fait en sorte que à -2, des érables peuvent décoller, mais c'est aussi ce qui fait en sorte que des fois, tu dis crime, il fait +2, il mouille, puis crime, ou il fait +1, puis il mouille, puis crime, les érables, ils coulent bien. C'est parce que les autres, ils ne ressentent pas ce facteur pluie puis vent-là. Ils ressentent vraiment la température qu'il fait dehors. Petite parenthèse, là, je ne sais pas si c'est intéressant, là, mais je me suis cassé la tête pas mal là-dessus à essayer de trouver ce qui se passait. Fait que c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que planter d'autres espèces tout autour de la plantation, ça peut limiter l'entrée du vent dans l'érablière. L'entrée du vent qui fait dégeler les érables plus tard, qui peut faire casser des branches aussi puis verser des érables. On l'a vu, il y a plusieurs érablières qui ont vu ils ont perdu beaucoup d'entailles dans les vents de l'automne dernier. Mais aussi, ça peut. C'est ça. Le vent il peut causer des installations sur les érables qui ont l'écorce lisse, les jeunes érables, parce que les érables qui ont une écorce grosse puis crevassée, les vieux érables, ils ne ressentiront pas l'effet du soleil, mais c'est vraiment les érables plantés ou les jeunes érables qui vont en souffrir. Donc, on poursuit. Je récapitule. On a fait notre caractérisation de notre site. On sait qu'est-ce qu'il y a de besoin sur notre site. En fait, on sait qu'est-ce qui pourrait pousser sur notre site. On a choisi nos espèces, on les a plantées. En fait, on sait comment on va les planter. À cette heure, c'est le temps de préparer le terrain avant de les mettre en terre. La préparation de terrain, c'est très, très, très variable. Je vais aller relativement vite. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais me concentrer vraiment sur ce qui est le plus important. On a 2 cas-types. Le premier cas-type, c'est l'enrichissement d'érablières. C'est-à-dire, on a une érablière, il y a des arbres qui ont versé l'an dernier, où il y avait beaucoup de résineux, où il y avait des gros sapins matures. J'étais sur le bord des perches, je les ai coupés, puis ça fait des trouées dans l'érablière. Je voudrais les reboiser en essence compagne. À ce moment-là, on fait une plantation qui ne nécessite pas de préparation de terrain comme telle, mais qui va quand même nécessiter des protecteurs puis du débroussaillage pour au moins dégager les sites sur lesquels on va planter. L'autre cas type, c'est on est une coupe totale ou un champ agricole. On a un site qui ne se prête pas à la plantation très, très bien parce que il y a souche, branche, ou parce qu'on a un champ de broussailles, on a de l'aune qui a poussé, du saule, on a des arbustes partout dans le champ. Puis avant de vouloir planter des érables, il faut le préparer parce qu'on sait que si on plante ça au travers de toute cette végétation-là, même du long foin, les érables ne passeront pas au travers. Si il n'y a pas un petit peu d'aide. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment le site qui va indiquer qu'est-ce qu'on fait. Fait que, on va les décrire différents types de sites. Puis je vais vous dire un petit peu c'est comment procéder. C'est super simple. Le premier cas, c'est l'enrichissement de strates. Là, on ne le voit peut-être pas bien sur l'image. Mais il y a un protecteur grillagé sur le plan. Vous pouvez regarder aussi dans votre livre, mais ce protecteur-là, il est vraiment là pour protéger du cerf de Virginie. Parce que souvent, le plan va être sodo, mais le grillage va être sodo. Le cerf n'ira pas manger dans le protecteur. Ça a été essayé maintes et maintes fois et ça fonctionne très bien. Par contre, si vous voyez là, dans le bas du plan, il y a un autre protecteur spiralé. Je vais vous en montrer tantôt des images plus intéressantes que celle-là. Mais ce protecteur-là, il sert contre les rongeurs. Parce qu'on sait que les souris, les musaraignes, les campagnols, ils vont souvent profiter des herbes longues dans les champs agricoles pour circuler même l'hiver et puis manger le bas des arbres. En fait, c'est juste pour ces animaux-là qu'on tond, en fait. Parce que ton, ça ne nuit pas aux chevreuils, ça ne nuit pas aux lièvres, ça ne nuit à personne d'autre. Ça fait juste nuire aux petits rongeurs parce que ces rongeurs-là seront, s'il n'y a pas de gazon, ils vont être exposés à la vue des oiseaux qui sont leurs prédateurs, puis ils ne s'aventureront pas dans un champ où ils ne peuvent pas se cacher. Donc, en forêt, on va planter dans des trous des sites qui sont suffisamment exposés au soleil parce qu'on sait que selon l'espèce compagne qu'on plante ou
ou l'espèce d'arbre qu'on plante, les besoins en lumière vont être différents. Si vous plantez un chêne rouge, il faut qu'il y ait la pleine lumière. Il faut que vous pensiez avoir une trouée d'une dizaine de pieds que le soleil tape, parce que le chêne rouge pousse à la lumière. Si vous avez vous voulez planter du bouleau jaune, mais la trouée peut être plus petite, puis de l'arabe à sucre, vous voulez le planter sous couvert. L'arabe à sucre est adapté pour pousser à l'ombre. Par contre, s'il y a un peu de lumière, ben, il va croître plus rapidement. Donc, en milieu forestier, c'est un partage de coupe totale. Je résume brièvement le tableau. Coupe totale, vous pouvez faire une mise en andin après la coupe pour au moins dégager les sites à reboiser. Si vous voulez faire ça plus élégant, plus beau, vous pouvez même broyer les résidus. S'il y a de la broussaille après la coupe totale, à ce moment-là, on va procéder là, à un broyage et un déblaiement l'hiver. Puis finalement, l'année d'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scarifier le sol. On va scarifier pour créer des microsites, pour créer des sites intéressants où il y a du sol minéral pour planter nos érables. Puis on va les replanter dans l'année qui suit. Plus on attend après la préparation de terrain, plus il va falloir revenir entretenir vite, parce que la végétation va se réinstaller rapidement une fois la préparation de terrain faite. En milieu agricole, si on a une friche, il va falloir débroussailler. On peut faire ça manuellement si ce n'est pas très grand. Sinon, on va penser à faire un déblaiement comme si c'était un parterre de coupe totale. Ensuite, on va labourer pour aérer le sol. Puis finalement, on va finir par un herçage forestier pour ameublir le sol, pour que les plants puissent plus facilement s'établir. La compagnie à laquelle je faisais référence tantôt, c'est Silva Croissance, là, dans le coin de la Valtrie, dans la Nodière. Eux autres, ils font tout ça avec un rotoculteur. Ils font pas deux passages, ils font pas un herçage, ils font pas un labo pour un herçage, ou juste un herçage. Eux autres font une seule opération, puis c'est un rotoculteur. C'est tout ce qu'ils font. Puis après ça, ils mettent un paillis. Le paillis est très, très, très important en milieu agricole pour la simple et bonne raison qu'ils vont empêcher toute la végétation environnant le plant de venir compétitionner puis voler les ressources au nouveau plant. Fait qu'un paillis, c'est super, super important en milieu agricole si vous voulez que vos plants poussent. Sinon, vous allez vous ramasser avec des plants qui ont plein de foin qui poussent au travers. Même avec un protecteur, c'est dur de protéger parce qu'il peut y avoir des rongeurs. Puis de deux, ça paraît pas, mais le gazon, il prend beaucoup de ressources dans l'environnement immédiat du plant, fait que ça retarde sa croissance. Donc, pour y aller brièvement, j'ai pas de formation dans la personne, je suis pas un bon débroussailleur personnellement, mais selon la grosseur des tiges qu'il y a, vous allez devoir adapter la tête assise de votre débroussailleuse. C'est de l'herbe, c'est l'acier à quatre dents. Le 3 pattes, si on a de la broussaille qui a moins de 2 cm de diamètre. Sinon, là, jusqu'à 10 cm, vous allez devoir y aller avec une tête assise. Puis passer 10 cm, là, vous n'aurez pas le choix. Là. C'est vraiment assis à chaîne. Si on ne le fait pas avec la machinerie déjà toute prête pour ça. Ce qui peut arriver, puis ce qui était le cas de la plantation à Saint-Ange, qui est un petit peu... qui a beaucoup de problèmes ces temps-ci, c'est comme je disais tantôt, le passage répété de la machinerie agricole pendant 30, 40, 50 ans a fait que le sol a été compacté. Fait que même si on avait à l'origine un beau sol, le fait qu'il ait été compacté, ça empêche les racines de pénétrer dans le sol. Fait qu'à ce moment-là, après le herçage ou le rotoculteur, après la préparation de terrain, il aurait fallu l'année précédente, juste avant de planter, qu'il fasse un sous-solage avec une pelle mécanique puis un doigt qui aille décompacter le sol en profondeur avant de planter. Parce que ce qui est arrivé, c'est triste au bout, c'est que les arbres, quand ils étaient jeunes, il y en avait assez de ça de creux pour établir le système racinaire. Mais là, les arbres sont rendus, il y a des entailles dans la plantation présentement, là, puis les arbres sont gros comme ça. Puis là, ces arbres-là, dans une année comme cette année, il y aurait eu besoin d'un réseau de racines étendu, puis creux pour aller chercher de l'eau. Puis à cause de la compaction du sol, ils sont juste pas capables. Fait que
Toutes les places qui manquent d'eau, ben, les érables y sèchent. Fait que, à toute la préparation de terrain qu'on a parlé précédemment, il aurait fallu ajouter un sous-solage. En milieu forestier, en champ agricole, on n'a pas le choix, ça va être des analyses de sol, on ne peut pas passer par une autre étape. En milieu forestier, il y a des plantes qui peuvent nous indiquer que notre site est trop humide ou il est très fertile. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont de l'ail des bois dans leur érablière, qui pousse naturellement. L'ail des bois, c'est un très très bon indicateur de sol riche pour les érables. Si vous avez de l'ail des bois qui pousse dans votre forêt, il n'y a pas besoin de 4 tonnes de chaux à l'hectare pour que ça fonctionne. Quand on descend plus au sud, le ginseng, c'est un très très bon indicateur de richesse. La diante pédalée, bref, il y a plusieurs plantes indicatrices, j'en parle un petit peu dans le guide, qui sont des indicateurs de milieu riche. Il y en a d'autres qui sont des indicateurs de milieu humide. Je pense entre autres à l'onoclé sensible. La fougère, avec les feuilles un petit peu rondes qui poussent dans les fossés, sur le bord des chemins forestiers, là, qui poussent ou dans les milieux humides. Ça, c'est la même plantation à Saint-Ange. Vous voyez qu'il reste un érable aux 50 pieds environ. Les autres sont mortes. C'est plein d'onoclés sensibles. C'était une cuvette, c'était une dépression. L'eau, elle s'emmagasinait là, puis elle restait. Puis comme il voulait seulement planter de l'érable à sucre, ben, il a planté des érables à sucre dans ce milieu-là. Les érables à sucre n'étant pas adaptés au milieu humide, ils sont morts. Tous les secteurs les plus humides, les érables sont morts au bout de quelques années. Au bout de 25 ans finalement. Mais ça a pris du temps, puis il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis sur ces érables-là. Fait que c'est vraiment dommage de les avoir perdus, mais ces fougères-là, il y en avait plein avant la plantation. Si on avait pris en considération que c'était un site qui était humide, juste par ce qui poussait dedans, bon, on se serait évité la misère d'entretenir des érables qui, au final, sont décédés. Fertilité du sol, j'en parle pas beaucoup, je vais en parler de long en large tantôt. Mon temps achève. Ce qui est important de savoir au niveau du sol, c'est que les érables, ils poussent bien dans un sol qui est en équilibre. Qu'est-ce que je veux dire par en équilibre? C'est quand toutes les proportions des éléments minéraux dans le sol sont à des bons niveaux. C'est-à-dire, je ne peux pas ajouter juste du phosphore dans mon sol ou juste mettre, on va dire, 4 tonnes de potassium à l'hectare en pensant que ça va aider mon érablière. L'érable, il a besoin de. C'est une recette, le sol d'une érablière. Il faut que tous les ingrédients soient dans la bonne quantité. Si on veut que le gâteau, on peut se le présenter à la belle famille. C'est pareil pour le sol pour les érables. On veut un sol qui est en équilibre. Puis les analyses de sol vont servir à savoir qu'est-ce qui manque, puis c'est quoi les quantités qui manquent. Parce que les érables vont présenter des symptômes de diminution de vigueur. Ils vont perdre leurs feuilles plus tôt à l'automne. Ils vont avoir des feuilles jaune-orange tôt en fin d'été, au mois d'août, comme ça peut être arrivé cette année. S'il manque d'éléments minéraux, mais ils vont présenter des fois ces symptômes-là s'il y en a trop. Fait qu'il y a un optimum pour chaque élément minéraux, en deçà duquel on a du dépérissement, puis au-delà duquel on a du dépérissement aussi. Fait que l'idée, c'est d'aller vraiment à la proportion qu'on veut, si on aura les meilleurs résultats. D'où l'importance d'une analyse de sol, puis d'un chaulage. S'il y a un chaulage à faire, on est mieux d'y aller l'année avant la plantation. Pourquoi? Parce qu'on sait que la chaux, finalement, c'est de la roche broyée, c'est de la poussière, puis ça prend du temps avant qu'il soit assimilable pour les arbres. Quand on fait un chaulage chez des clients ou qu'on prescrit un chaulage, on dit toujours, attendez-vous à 3-4 ans avant d'avoir des résultats. Parce que la chaux pénètre lentement dans le sol. Par contre, quand on parle de semis d'érable, comme l'enracinement est très superficiel, puis les racines vont être près de la surface du sol, bon, on peut penser qu'ils vont pouvoir ressentir l'effet de chaulage plus rapidement qu'un gros arbre où il y a des grosses racines à 1 pied, 2 pieds dans le sol. Donc, minimum 1 an avant la plantation, on va chercher à faire notre épandage de chaux ou de fertilisant, le cas échéant,
pour justement que cette show-là elle soit accessible aux plants, parce que la raison de faire un chaulage ou une fertilisation, c'est vraiment de rendre le site propice à la croissance des plants. Si on a un site qui est très, très acide, on plante les érables et on dit on va chauler dans 5 ans, ben, tu plantes les érables dans un site qu'on sait qui est trop acide. C'est mieux de corriger le problème en amont au lieu d'en aval, finalement, si tu veux maximiser tes chances de réussite. Puis finalement, ben, je l'ai un petit peu dit tantôt, si on a un sol qui est compacté, qu'on sait qu'il y a eu de l'agriculture ou du package dans le temps, ben, le sous-solage là, devient vraiment, vraiment intéressant aussi. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, ou vous voyez quelque chose, là, mais ça, c'est la plantation à Saint-Ange cette année. Fait que, on voit que la plupart des érables ont perdu au moins 30% de leur cime vivant. Fait qu'on voit, c'est surtout les cimes des arbres. On voit que il y a des branches secs dans le haut des arbres. Puis ça, on ne peut rien faire cette année. Le sol est trop compacté, puis c'est plus le temps d'aller jouer avec de la machinerie et une pelle mécanique pour corriger le problème. Il est déjà trop tard. Ensuite, on passe à la mise en terre des plants. Première étape, un paillis opaque. Pas du paillis de plate-bande, pas un paillis transparent. Vraiment un paillis de plastique opaque, blanc ou noir. L'important, c'est qu'il dure le plus longtemps possible, puis qu'il empêche vraiment la végétation de pousser au travers. Un paillis végétal va durer très, 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 très peu longtemps. On parle d'1 an tout au plus, alors qu'un bon paillis, là, il peut t'offrir plusieurs années, puis ça va vous permettre de gagner du temps au niveau des entretiens. En fait, au lieu de passer dès la première, deuxième année, ben, on va pouvoir avoir des entretiens dans l'environnement immédiat du plant qui sont plus espacés dans le temps et qui sont plus faciles. Puis, ça va limiter la compétition du foin, finalement, ou des petits arbustes pour les ressources, c'est-à-dire l'eau et les éléments nutritifs, dans l'environnement immédiat du plant. Quand on plante un plant d'érable, en fait, chez tous les arbres, il y a un collet. C'est-à-dire, vous allez remarquer, à la base du tronc, là, il y a un petit bourrelet entre les racines et le tronc. C'est bien, bien important de mettre le plant en terre jusqu'au collet. La raison est simple, les racines ne sont pas faites pour être à l'air libre. Donc, il faut les garder le moins longtemps possible à l'air libre. Ils sont faites pour être dans le sol, dans un milieu qui est avec très, très peu d'oxygène. Inversement, le tronc, si vous le plantez dans la terre, il va pourrir. Parce que lui, il faut absolument qu'il soit à l'air libre. Le collet, c'est vraiment la jonction qui sépare les deux. La partie qui peut être à l'air et la partie qui ne peut pas l'être. C'est pour ça que des fois, on voit ça parce que moi, j'ai déjà vu ça, peut-être parce que j'ai une déformation professionnelle, mais dans les endroits où il y a des rénovations, des fois, les gens qui font du remblai sur leur terrain, qui laissent leurs arbres là, puis qui remplissent la terre, puis mettent ça de terre autour de leurs arbres en se disant, ben, le monde ne saura pas que les racines sont plus creux. L'arbre, il le sait. Ce qui va arriver, c'est que le bas de l'arbre va pourrir, puis l'arbre va finir par sécher puis par mourir. Parce que cette partie-là de l'arbre n'est pas faite pour être enterrée. Quand on vient pour planter, le meilleur site, c'est tout le temps un site qui se draine bien. Fait que si le site est plat, ben, on n'a pas le choix, on va planter sur le planche. Par contre, si on a des monticules ou des sillons, à ce moment-là, on va tout le temps planter sur le dessus. En fait, on veut planter dans du terrain qui est préparé. Fait que, on ne pourra pas planter dans les parties plates entre les sillons, mais dans un sillon, on va planter dans la pente le plus haut possible. Et si on a des monticules, ben, on va planter sur les monticules. L'importance de protéger le plant. Selon l'espèce qui va attaquer votre plant, tantôt je les ai mentionnés, le chevreuil, le lièvre et le campagnol, bref, les petits rongeurs. Les petits rongeurs, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils se nourrissent de l'écorce fine à la base du plant. Ça s'appelle le cambium, juste sous l'écorce, quand l'écorce est tendre. C'est super riche en éléments nutritifs. C'est vraiment, vraiment intéressant pour les petits rongeurs. Puis si on ne tombe pas, si on ne protège pas la base des plants, ben c'est sûr qu'ils vont être mangés. Le lièvre, même principe, quand les plants sont petits, il va brouter les bourgeons, un peu comme le cerf fait
quand les plants sont, on va dire, de 1 pied jusqu'à 5 pieds de haut. Puis pour des raisons que j'ignore, mais on peut, on peut avoir des hypothèses qui sont valides. Les plants qui sortent des pépinières, ils ont vécu dans des situations optimales de croissance au niveau des minéraux, puis bref, de toute la terre dans laquelle ils ont poussé. Et je me demande des fois si c'est pas pour ça que ces plants-là ils sont broutants en premier. On avait fait le test quelques années dans l'érablière familiale, puis on avait mis des rubans aux endroits où on avait planté des érables. Puis des fois, tu avais des érables naturels qui poussaient pas très très loin. Ils n'étaient pas broutés, mais systématiquement, les plants qu'on plantait étaient broutés. Je ne veux pas m'avancer sur un pourcentage sans me faire ostiner, mais on peut penser à 90% quasiment des plants qui ont fini par être broutés dans les 3 premières années. Qui n'étaient pas protégés, non, mais les chevreuils, ils les ont trouvés. C'est ce qui est important. Puis les chevreuils, les populations de cerfs de Virginie ne sont pas en baisse en Chaudière-Appalaches. Mais je te dirais que c'est plutôt le contraire, ils sont en augmentation. Il y a toujours l'option de la clôture. Par contre, la clôture, ça peut fonctionner si vous avez une grande plantation. Par contre, la clôture, c'est super cher. Vous pouvez toujours avoir une clôture de base avec un fil électrique seulement pour les cerfs, mais ça ne réglera pas le problème des petits rongeurs et des lièvres. Pour les rongeurs, c'est vraiment le petit protecteur spiralé blanc comme ça que vous devez acheter, qui va empêcher les rongeurs de venir gruger la base du plant, jusqu'à ce que le plant ait, on va dire, 1 pouce de diamètre, puis que l'écorce soit suffisamment rigide pour que les campagnols soient plus capables de ronger puis de tuer le plant. Puis pour les cervidés, c'est vraiment un tube comme ça. Il y en avait un vert tantôt, le grillagé. Ça, c'est les noirs, c'est ce qu'ils vendent chez Dendrotique à Québec. Pour la modique somme de 5 $, je pense. 5 $ fois 600 plants fois 10 hectares. Alors, je fais des faces, mais ça fait tout le temps peur quand on présente ces protecteurs-là. Par contre, ces protecteurs-là, vous pouvez les réutiliser, c'est du plastique. Si vous voulez planter, supposons que vous dites, moi je vais planter 100 érables à tous les 10 ans ou à tous les 5 ans, bien, il y a des protecteurs, vous allez pouvoir les réutiliser. De un, ils ne sont pas brisés par le vent, la neige, la glace. Puis de deux, c'est mieux de payer 5 $ du plant puis de le garder pendant 50 ans que d'aller chercher des plants à des distributions de plants, à prendre 200 chaque année, puis n'avoir 95% qui sont mangés à chaque année. Fait que, il y a comme... si vous voulez que la plantation réussisse, puis il y a du cerf de Virginie, vous n'aurez pas le choix. Là. Puis il y en a des plantations qui ont toutes fait correctement, puis ça fonctionne. Le meilleur exemple, c'est la plantation j'ai oublié son nom de famille, là, Danny à Saint-Romain. Proto. Il a tout fait ce qu'il fallait dans sa plantation, puis elle est belle aujourd'hui, la plantation Danny, c'est le bas, entre Saint-Romain et Plamton. Dans le cas de la plantation à Saint-Ange, il avait fait des protecteurs, il avait tout fait correctement aussi. Les principales erreurs ils ont été faites dans la préparation de terrain. Ça, c'est encore plus triste parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui étaient réduits à néant. Il y a beaucoup de produits, j'en vois de temps en temps dans les coops aussi. Là, ils appellent ça des effaroucheurs ou des produits que tu mets sur tes plants pour les rendre pas attrayants au niveau gustatif pour les animaux. Ça a été essayé autant, il y a des protecteurs sonores que des produits, ou même, écoute, j'ai vu des gens mettre du sang ou des imitations de sang dans la plantation pour faire peur aux gibiers. Puis partout ce que ça a été essayé, puis ça a été essayé pas juste au Québec, ça a été essayé en Ontario, dans les Maritimes, dans le nord-est des États-Unis. La constante, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne au début. Des fois, on a un mois ou des fois un été où il n'y a pas de broutage. Par contre, les cerfs de Virginie, qui sont les principaux brouteurs, ils ont une très, très grande capacité d'adaptation, puis quand ils ont faim, ça ne les dérangera plus. Écoute, j'ai eu été chez un producteur à Mané qui avait un genre de microphone qui imitait un coup de feu. Puis il y avait du broutage pareil dans sa plantation.
les chevreuils vont finir par s'habituer. Comme ils s'habituent à la présence humaine, les gens qui bûchent l'hiver, les chevreuils, des fois, ils viennent des fois à 100-200 pieds, puis attendent que tu t'en ailles pour manger ce que tu as tiré à terre. C'est pareil pour les effaroucheurs et les produits. Ils vont finir par s'habituer, puis s'ils ont vraiment faim, ben, ils vont tolérer que les érables soient épicés un peu. Donc, les effaroucheurs et les répulsifs, c'est des solutions temporaires qui ne fonctionnent pas à long terme. Finalement, tonte, débroussaillage, puis taille de formation, élagage. Je vais passer rapidement là-dessus. Quand on parle de tonte, c'est minimum 2 fois par année pour réussir à régler le problème ou diminuer le problème des petits rongeurs. Normalement, si on en fait juste 2 par année, ça va être une au mois de juin puis une au mois d'octobre. Une tonte finale. Pourquoi une tonte finale tard en saison? C'est parce qu'on sait que les petits rongeurs, ils vont se déplacer sous la neige pendant une certaine période de l'année. Puis s'il y a beaucoup de foin, le foin s'entremêlant, là, ça va permettre aux petits rongeurs de se faire des tunnels puis d'accéder à des bas de plant pareils l'hiver, ou tôt au printemps ou tard l'automne. Puis ils vont pouvoir faire des dégâts. C'est important que quand la neige tombe, le gazon soit court. Et puis que tôt en saison, ben justement, que le gazon soit court aussi pour, dans la pire période d'activité des petits rongeurs, ben que le champ ne soit pas intéressant pour eux. Fait qu'on va faire ça minimalement les 5 premières années de la plantation. Puis après ça, ça va être au besoin. Changer. Au niveau des entretiens, tout ce qui est débroussaillage, peux-tu passer à la prochaine? Oui. Parfait. Si vous plantez en forêt, puis vous avez beaucoup de compétitions ligneuses, que ce soit l'If du Canada, qu'on appelle souvent buis, que ce soit du framboisier, de la fougère, ça va être le même principe. Idéalement, vous devriez passer 2 fois par année, 1 à 2 fois par année selon l'intensité à laquelle ils repoussent, pour au moins dégager vos plants si vous plantez en forêt. Soit dit en passant, si vous avez du framboisier dans votre érablière, c'est souvent parce qu'il fait trop soleil. Ça a été éclairci trop fort. Le framboisier ne pousse que quand il y a trop de soleil. Puis c'est un peu anormal d'avoir du framboisier dans une érablière, parce que normalement, une érablière, c'est relativement fermé et il fait sombre. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être un indicateur. Il va dire, crime, prochaine éclaircie, je vais attendre un petit peu. Au niveau de la taille de formation, de l'émondage, de l'élagage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en une seule intervention, on ne peut pas enlever plus que 30% de la cime vivante de l'arbre. Donc, si on va dire que ma cime vivante est ça d'autre sur un plat, ben, je peux maximum en enlever ça. Il peut minimum en rester ça à la fin de tout. Souvent, ce qu'on va élaguer, c'est le bas du houppier, mais on va aussi corriger tous les défauts de fourche prématurée. C'est-à-dire qu'un arbre qui fourche, on va dire à 4 pieds, ben, c'est super important quand la branche a moins d'1 pouce de la couper là. Parce que l'arbre, avec le temps, il va se redresser, puis au bout de 20 ans, là, l'arbre il va être droit pareil si vous coupez la fourche. Il ne fera pas une grande courbe comme ça. Par contre, si vous la coupez quand la branche a 4 pouces, ben, il y a des fortes probabilités qu'un champignon de carie s'installe, puis 5 ans plus tard, il y a un petit champignon dessus, puis 10 ans plus tard, l'érable sèche puis elle meurt. C'est arrivé, ça, dans la plantation à Saint-Ange aussi. Il y a des arbres qui ont des fourches à 2 pieds. Puis il y a plein de champignons puis de maladies. Juste au niveau des maladies, il a fallu en enlever 10% l'an dernier. Juste parce qu'il y avait des fourches, des branches cassées, qui auraient tout simplement pu être évitées par juste 1 ou 2 tailles de formation dans les 5 premières années, qui auraient corrigé les défauts de forme de l'arbre. Finalement, quelque chose qui est de plus en plus populaire, transplanter des érables. Il y a plusieurs producteurs que je vois qui le font, puis on l'essaye nous aussi, tranquillement pas vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, moi, acheter un semis, on va dire à tant de cents du plan, mettre un protecteur de 5 $ dessus, le surveiller, le dégager pendant 5 ans, ça fait beaucoup de temps. Pourquoi je ne pourrais pas planter un érable, un fouet qui a 6, 8, 10 pieds de haut tout de suite, puis me sauver tout ce problème-là?
Ben oui, en fait, c'est tout à fait possible de le faire. La clé pour bien réussir une transplantation d'arbre, c'est premièrement, ton arbre doit être, tes racines doivent demeurer humides, puis ils doivent être le moins longtemps possible en contact avec l'air. Autrement dit, quand vous déplantez les arbres, quand vous les retirez du sol, il faut les planter le plus vite possible. Puis la clé, c'est de faire ça quand les bourgeons sont bien fermés, c'est-à-dire très très tôt au printemps, avant que les bourgeons passent à décoller. Ce qui est un petit peu plus difficile parce que souvent ça concorde avec la fin de la période des sucres, dans le lavage. Sinon, c'est tard à l'automne quand toutes les feuilles sont tombées. C'est les deux périodes de l'année où on peut penser réussir une transplantation. L'autre chose qui est importante, c'est d'avoir une mode de terre qui est proportionnelle à la taille du plant. Je m'explique. Si vous avez un plant d'un diamètre de 1 cm, grosseur un peu plus petit qu'un pouce, le diamètre minimum, là, c'est 25 cm qu'il faut que vous preniez. Minimum. Plus vous prenez un arbre qui est gros, plus la mode doit être grosse, puis à un moment donné, ben, ça va prendre beaucoup d'huile de bras là, pour le sortir, puis tout ça. Fait que souvent, ce que je vous dirais, c'est le compromis idéal, c'est vraiment de prendre un arbre qui a à peu près 6 pieds, 6, 7, 8 pieds de haut, qui est petit, puis qui est droit, qui n'a pas de défaut d'embranchement déjà au départ. Puis ce qui est important de faire pour que ça réussisse, c'est que vous allez devoir le tailler un peu. On va devoir le tailler avant de le transplanter. Pourquoi le tailler? C'est parce qu'on sait que même si on prend une motte qui est suffisamment grosse, l'arbre, il y a un système étendu de racines, puis on va y en couper des racines. C'est sûr et certain. Puis, ce qui arrive, c'est que si on y coupe des racines, mais qu'on n'y coupe pas de branches, ben là, les branches vont avoir des feuilles qui vont pousser le printemps prochain. Puis ces feuilles-là, ils vont créer un appel de besoin en eau et en éléments nutritifs. Puis le système racinaire qui va avoir été coupé ne sera pas suffisamment grand pour fournir à la demande des feuilles. Fait que là, on va avoir un plant là, qui va avoir de l'air vieux en commençant. Les feuilles vont sécher vite. Puis au mois d'août, probablement que les feuilles vont être parties. Parce qu'il n'aura pas réussi à nourrir son feuillage. Fait qu'en le taillant, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que le système racinaire qu'on va transplanter soit suffisant pour nourrir le feuillage, puis qu'il y ait une première année de croissance qui soit un succès. Et ça fait le tour pour... Oui. Il y a une question? Oui. Ah, ok, excusez. Je cherchais, j'ai écrit, mais je le trouve pas. Oui, c'est peut-être pas nécessairement par rapport à la plantation, mais on voulait savoir si un jour, est-ce qu'un jour la Côte-Nord ou le nord du Québec pourrait faire du sirop d'érable? OK, la question c'est, est-ce qu'un jour des régions comme la Côte-Nord ou des régions plus au nord du Québec pourraient faire du sirop d'érable? La réponse c'est, il ne faut pas juste des niaiseries, on est en direct, j'allais dire continuer de polluer, puis oui, mais la vraie réponse c'est... malgré toutes les efforts qu'on fait pour l'environnement, le réchauffement climatique, il est commencé, puis c'est pas demain la veille qui va ralentir. Fait que oui, effectivement, ben, Lac-Saint-Jean, il commence à en faire du sirop d'érable. Il y a plusieurs années, on parlait plus de sirop de bouleau au Lac-Saint-Jean que de sirop d'érable, mais ça fait plusieurs années qu'il y a de plus en plus de producteurs. Puis oui, ça va être possible probablement un jour sur les sites où le terrain est suffisamment riche. Le climat, c'est pas tout, ça prend aussi un sol qui le permet. Je suis pas sûr que dans une pessière noire, un peuplement d'épinette noire avec du pain riz, que c'est un site qui est propice aux érables juste par la texture du sol puis par la richesse. Mais sur les sites qui sont suffisamment riches, oui, je pense que c'est raisonnable de dire que l'aire de répartition des érables va migrer. Reste à savoir après ça, ça va être quoi la qualité des sites, puis le drainage, puis la fertilité. Mais présentement, plus le temps avance, plus l'aire de répartition des érables monte. Je ne sais pas jusqu'où elle va monter. Probablement qu'au nord, ce qui va arriver, c'est que ça va être plus des problématiques de sol que de température, un de ces quatre, là, mais il est encore tôt pour se prononcer là-dessus. Mais je leur souhaite. Une deuxième question. Oui. Est-ce que le pic-bois peut être nuisible pour l'érable? C'est contre-intuitif. La réponse, c'est non. Le pic-bois, en fait, les pics, il y a plusieurs espèces de pics qui se nourrissent d'insectes différents.
Mais tous les insectes qui sont nuisibles, une bonne partie des insectes qui sont nuisibles pour les érables, les oiseaux en mangent. Un pic-bois avec la force, le grand pic, le plus gros des pics, c'est lui qui font les dégâts les plus spectaculaires. Des fois, on voit des trous là, qui ont 10, 15, 20 cm de diamètre puis sont très, très creux. Avec la force qui se frappe la tête sur l'arbre, il n'ira pas piquer sur un arbre qui est sain pour rien. Parce que le bois est trop dur. Il ne fera pas de commotion cérébrale, il est équipé pour ça. Mais ce qu'il cherche, lui, c'est des insectes. Puis les insectes, on en retrouve juste dans du bois qui est carrié, où ce que les arbres peuvent forer des galeries. Fait que si l'arbre il est parfaitement sain, le grand pic n'ira pas cogner dessus. L'autre pic qui inquiète souvent les gens, puis c'est là que c'est plus difficile à justifier, c'est le pic maculé. Qui lui va faire une série de petits trous, il appelle ça des chapelets de trous. Là. C'est des petits trous les uns à côté des autres, là, tout près. Là, ça fait des fois des gros placards de trous. On voit ça sur les érables puis sur les bouleaux, entre autres les bouleaux jaunes, les merisiers. C'est particulier parce que je dis ça de mémoire, mais il se nourrit avec ces petits trous-là de deux manières. D'un, il fait couler la sève. Il sait que la sève est sucrée, il boit la sève. Mais le pic maculé, il revisite ses trous régulièrement parce qu'il sait que la sève sucrée attire des insectes, puis il va aller manger les insectes qui se collent dans ces trous-là. Fait que oui, c'est on dit que ça a l'air d'un défaut comme l'entaillage qui peut endommager l'arbre. Par contre, Bruno Boulet, qui a participé au guide, j'en ai parlé pas mal parce qu'on envoyait de ces pics-là, on envoie des dégâts régulièrement. Puis eux autres, ils ont débité du bois, puis dans tous les sens possibles. Puis il n'y a pas de dégâts de pic maculé dans le bois. Il n'y a pas de pourriture associée. Je dirais que le défaut, il arrête avec la profondeur du trou, qui est des fois un quart de pouce peut-être, là, même pas jamais plus qu'un demi-pouce. Puis ça ne fait pas de dégâts à long terme, puis ça n'empêche pas d'entailler par-dessus. Ça ne cause pas de dégâts à long terme. Fait que non, les pics-bois, au contraire, c'est des alliés. C'est sûr que c'est un petit peu contre-intuitif parce que quand on voit des dégâts visuels, ça nous agace parce qu'on sait que nous, on prend déjà beaucoup de précautions pour entailler. On dit on tasse de 2 pouces, on monte de 8 pouces, etc. etc. Puis apparemment que les pics-bois ne prennent pas ces mesures-là. Mais ils ne font pas de dégâts qui sont importants pour les érables. Fait que non, les pics, au contraire, c'est des bons amis parce qu'ils mangent des insectes nuisibles. Là, on a eu la livrée des forêts il y a quelques années. Les oiseaux en mangent, la livrée des forêts, c'est des prédateurs naturels. Si on se débarrasse des prédateurs naturels, il y a des gens qui vont prendre leur place, des insectes entre autres, puis c'est pas pour le mieux des érables. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que ça complète les questions qui nous viennent du réseau Facebook? Alors, une bonne main d'applaudissements pour Michael, Michael Clich, ingénieur forestier pour l'association, avec cette première conférence. Nous prenons la pause du dîner. Nous vous reviendrons vers 13 heures pour la deuxième conférence qui, celle-là, va porter sur doit-on chauler? Oui. Chauler, amander. Oui, tout le vocabulaire qu'il y a lié avec ça. Doit-on vraiment chauler notre érablière? Alors, le sujet de la deuxième conférence, autour d'une heure, on vous revient. On vous remercie beaucoup de votre attention, autant dans la salle que sur les réseaux Facebook. On remercie Desjardins partenaires majeurs, Sochetel et vraiment le partenariat. Et la Syrie, c'est vrai, la Syrie. Il ne faut pas oublier nos amis de la Syrie. La Pointe et Roy, c'est ça. Et le réseau Agri-Conseil aussi qui nous supporte dans cette présentation de conférence. Alors, merci beaucoup et on se revoit à 1 heure.